Notre invité du jour est l'ancien ministre chargé des élections, M. Mathias Pierre. Au menu des discussions, bien évidemment, on va commencer par la réunion de la Jamaïque, les 11, 12 et 13 juin prochains. Il y a du nouveau. On a entendu Mme Maniga déclarer qu'elle ne participerait pas à cette réunion au prétexte que c'est une crise haïtienne qui doit se régler entre Haïtiens sur le sol national. Bon, on verra ce qu'en pense M. Pierre. Et puis, il y a un autre point, évidemment, c'est celui-ci. Voici la preuve de ce que j'avance. C'est le livre que M. Mathias Pierre vient de sortir et qui s'intitule « Ruptures et compromis », avec comme sous-titre « L'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité ». Bon, je viens de le recevoir, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais me faire un plaisir de le lire et au besoin de réinviter M. Pierre pour en discuter. En attendant, bienvenue M. Mathias Pierre et merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Metro News. Bienvenue et donc bienvenue à Metro News. Merci et Serge, c'est un plaisir encore une fois d'être avec toi à Metro News. En fait, c'est la première fois qu'on est face à face à Metro News. On est généralement par Zoom. Par Zoom, c'est exact. C'est pour ça que j'ai insisté. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole. De Metro News, très bien. Bon, alors, on commence par la Jamaïque. Bon, c'est clair. Et je pense que la réunion CARICOM, et Jamaïque, etc., et pour moi, ça me fait un rappel. Parce que des fois, les choses se répètent en Haïti. En 1991, particulièrement le 29 septembre 1991, il y a eu ce fameux coup d'État militaire contre le président Aristide et la gymnastique pour restaurer la démocratie. Et là, on a vu les multiples missions, Missivi, Colin Canderson, Caputo de l'OEA, etc. Ah, ouais. Les allées et venir et qui nous ont coûté embargo sur Haïti, destruction de l'économie haïtienne pendant près de 3 ans. Soyons précis, l'embargo a été demandé par Aristide. Il n'a pas été décidé Nous par... avons demandé... Voilà, il ne faut jamais oublier ce point. Oui, et à rappeler, Governor's Island. Bon. Governor's Island, où Cédras, général à l'époque, et Aristide d'un côté, Leblanc est là, et ils se refusent de se rencontrer. Ouais. Donc, on est dans les répétitions de cette même chose, où Haïti n'est pas une priorité pour nous en Haïti. Et je pense que ce qui se passe là, et au niveau international avec la crise haïtienne, on est à la passée de l'ONU qui n'a pas pu jusqu'à présent sortir des résolutions, des États-Unis, du Canada. Du Canada, on est arrivé au CARICOM. En passant par l'OEA, il y a une commission au niveau de l'OEA qui est en train de siéger, si je me rappelle. Et aujourd'hui, on est à la Jamaïque, CARICOM, Jamaïque, et cette fameuse réunion où beaucoup ont déjà désisté. Et je ne pense pas que ça va apporter... Beaucoup parmi les invités internationaux ou parmi les invités haïtiens, apparemment. Et je crois avoir vu une note de Moïse Jean-Charles Petit Dessalines qui ne va pas participer. Okay. Et la fameuse note là, de Mme Maniga, quand même, du Haut Conseil de transition, qui on peut considérer être partie prenante du gouvernement. Et certainement, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé clairement. Mais il est rumeur que le Premier ministre ne se rendrait pas non plus. Mais ce sont des rumeurs, ce n'est pas encore confirmé. Ça aurait été compliqué, mais un fait est clair, c'est que les arguments avancés par Mme Maniga, on peut le dire qu'aujourd'hui, la crise haïtienne doit être résolue entre les Haïtiens.
Et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, il y a cette volonté des Haïtiens de résoudre le problème. Maintenant, allons plus loin. Quand on parle de négociation pour un accord, dans toute négociation, dans toute approche de négociation, il y a des préalables. Les préalables, c'est les rencontres, les décisions pré-négociation. À savoir, il faut identifier les acteurs qui vont participer dans cette négociation, le poids des acteurs, ce que chaque acteur veut par rapport à leur desiderata, et certainement identifier les secteurs importants. Et par exemple, aujourd'hui, je pense que le secteur politique est important, le secteur économique et la société civile haïtienne, parce que la crise haïtienne est haïtienne. La crise haïtienne touche toutes les couches de la population. Absolument. Et tous les secteurs du pays. Donc, il faut des pré-négociations pour savoir de quoi on va parler, de quoi on va discuter, etc., et se mettre d'accord avec les acteurs dans les discussions préalables pour qu'on puisse savoir, OK, voilà sur quoi ils sont d'accord. Bon, et voilà les points de désaccord. Oui. Et je pense que aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Et je pense que la rencontre va être une des rencontres où certains qui n'ont pas encore visité la Jamaïque vont visiter la Jamaïque, rester dans de superbes hôtels, se nourrir bien, mais la situation haïtienne, et je ne pense pas que ça va avancer d'un pas, quoi. Non, parce que là, si j'ose dire, la CARICOM avait mis le paquet. Enfin, dans la balance, il y a quand même 3 ex-premiers ministres de poids, c'est-à-dire des gens qui ont compté dans la politique de leur pays, qui en quelque sorte allaient apporter une note de sérieux. Il y a quand même tous ces chefs d'État. Le point numéro 1 de l'agenda, c'était quand même la question sécuritaire. Et Dieu sait que cette question sécuritaire, actuellement, même si Bois-Calais est en train de marquer quelques points, cette situation sécuritaire pourrit la vie de tout le pays. C'est certain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi je dis, il faut se douter sur la volonté réelle d'adresser la question de la sécurité. C'est clair qu'au niveau international, et qu'il ne va pas y avoir de force internationale ou de force d'occupation pour venir résoudre le problème sécuritaire. Est-ce que c'est sûr à 100%? Je ne peux pas vous dire 100%, mais la Jamaïque a quand même offert d'envoyer des troupes. Avant la Jamaïque, le Salvador. Après qu'eux, ils ont déjà réglé ce problème chez eux, et de manière magistrale. Définitive. Ils avaient aussi proposé. Moi, je ne suis pas convaincu. L'ONU a quand même dit qu'il n'y a pas de résolution. Il n'y a jamais eu de résolution. Il n'y a jamais eu de résolution. Il devrait y avoir une résolution. Il y avait eu une résolution, une première résolution, et la Russie avait mis son veto. La Russie. Parce que nous sommes dans un contexte global. Et la Russie et la Chine vont poser des vétos, vont poser des conditions, parce qu'il y en a déjà eu tellement de forces internationales qui sont venues, il y a tellement d'argent qui a été dépensé, ça veut dire aujourd'hui, malement. Donc, on n'est pas là. Maintenant, moi, ce que je ne sens pas, c'est une volonté haïtienne pour adresser la question de sécurité haïtienne. C'est une évidence. Il n'y a pas eu... Est-ce qu'il y a un task force qui a été mis en place? Est-ce qu'il y a un endroit où on a les experts en sécurité en Haïti qui sont là pour discuter de la crise sécuritaire haïtienne? Est-ce qu'il y a des états d'urgence sécuritaires qui ont été déclarés où le gouvernement dit, écoutez, on va mettre les fonds nécessaires pour adresser la question de la sécurité? Oui. Le Canada s'était dit, écoutez, nous avons 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est beaucoup pour aider à accompagner la police nationale pour aider à résoudre les questions de sécurité. Où est le plan haïtien qui a été soumis au Canada pour dire, écoutez, voilà nos besoins. Nos besoins pour renforcer et l'armée d'Haïti, parce qu'il faut résoudre le problème des frontières,
Et le problème des frontières, ça doit être résolu avec une armée. Il faut résoudre les problèmes de sécurité intérieure. Problème de sécurité intérieure, la police. Il faut des équipements pour la police. Des blindés qui ont été commandés depuis le président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, ces blindés commandés au Canada ne sont pas arrivés. Pourquoi Haïti? Il y a une partie qui est là, mais il y a une grande partie qui n'est pas encore arrivée. Okay. Maintenant, pourquoi Haïti ne peut pas acheter des armes et des munitions et des équipements pour protéger et un embargo du gouvernement américain? Oui. Quelles sont les négociations qui ont été faites avec le gouvernement américain? Quels autres pays ont été... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un désir, il n'y a pas une volonté d'adresser la question de la sécurité, parce que adresser la question de la sécurité, c'est ouvrir les portes pour l'organisation des élections, afin qu'on puisse avoir un pouvoir légitime, un pouvoir qui a le mandat de la population, et certainement renforcer l'État, un État capable de prendre le contrôle de la violence. Nous ne sommes pas là. Donc là, on doit se poser des questions, et moi je pense qu'on est surtout dans une dynamique de laisser faire. Sauf que ça peut chambarder. Et le phénomène, je ne veux pas citer le nom, qui a commencé récemment, ce phénomène peut continuer et ça peut déborder, et malheureusement, c'est peut-être ce que souhaitent certains pour résoudre le problème haïtien. Il y a un point qui me chipote, qui me gêne depuis le début de cette affaire, c'est cette espèce d'ambiguïté qui est maintenue dans les cercles gouvernementaux, qui laisse entendre, et vous venez de le rappeler, qu'il y aurait une force d'occupation. Quand on dit force d'occupation, on pense MINUSJUST et tous les MINU qui se sont succédés jusqu'à la MINUSTAH. Et ça fait longtemps qu'on a eu des MINU. Ça fait longtemps. Ils sont restés pendant 20 ans dans le pays. Mais il y a deux choses qu'on oublie toujours de dire. C'est que, la MINUSTAH, ce n'est pas elle qui s'est imposée. La MINUSTAH n'est venue que sur demande du gouvernement haïtien. OK? Donc, ce n'est pas Yok décidé ou pas le débarquer. Hein? Et ça, on ne le dit jamais. OK? Et d'autre part également, il n'a jamais été question d'envoyer une troupe d'occupation. C'était clairement dit du côté de l'ONU, de l'OEA, etc., qu'il s'agissait d'envoyer une force multinationale qui viendrait en support à la police nationale. À la police nationale. Ce n'est donc pas une... Non mais... Et sous l'autorité de la PNH. Ça, est-ce que vous entendez souvent ce dossier présenté sous cette forme par les responsables? Pas vraiment, parce que... Non, ils maintiennent ce flou. Okay, parce que le flou arrange tout le monde. Le flou arrange tout le monde. Voilà. Parce que dès qu'on a ce flou, le statu quo demeure. Et le statu quo arrange ce que ça doit arranger. Alors, et je pense que c'est dans le premier volume de cet ouvrage, et parlant de Bois-en-Tonnerre. Ouais. Bois-en-Tonnerre, à l'époque de Dessalines, il y avait une fête, parce qu'il y avait toujours cette peur que les Français pouvaient débarquer, et certainement, étant faible, on pouvait être, la terre d'Haïti pouvait être reconquise. Ouais. Et Bois-en-Tonnerre disait aux autres, jouissons, que de peu de jours à vivre. Et moi, je pense que l'approche de pouvoir en Haïti, c'est toujours cette approche. Jouissons, que de peu de jours à vivre. Ça veut dire que nous sommes là, allons en jouir, allons rester au pouvoir, mais il n'y a pas un agenda pour Haïti. Alors, le professeur Anthony Barbier le disait toujours, comment concilier les intérêts individuels aux intérêts collectifs? Et c'est ça notre défi aujourd'hui. Parce que nos intérêts individuels ils priment et nous mettons le pays au second rang. Et on ne regarde pas les souffrances, on ne regarde pas les misères. On ne le met même pas au second rang, il est totalement ignoré. Éventuellement. Parce que lorsqu'on a... Moi, j'ai pris du temps pour écouter cette intervention de M. Franck Etienne,
sur le point l'autre jour, et ça devrait donner à réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire à cette classe moyenne haïtienne, ce que nous sommes en train de faire à cette population. Aujourd'hui, regardez, il y a eu une pluie, pas même cyclone, une pluie. Regardez les dégâts. Pas moins de 2 ans, on a eu tremblement de terre dans la Grand'Anse. Regardez. 2200 morts. 4,9. Pas 7 ou 6, 4,9 de magnitude. 4,9 et 5,5. Et 4 personnes ont perdu la vie. Ça veut dire que Haïti, le défi, Haïti n'est pas encore notre priorité, l'Haïti n'est pas encore la priorité des élites haïtiennes, et c'est pourquoi nous sommes encore là. Bon, je serais moins sévère en ce qui concerne ces dérangements climatiques, parce qu'il y a eu des morts partout. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est fait? En Italie, qu'est-ce qui a aux fait en termes de États-Unis, planification? Rien, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Bon, eux, ils ont pris le temps, ils ont changé. Bon, mais ça, quand la nature se fâche, hélas, bon, il est difficile. Mais je ne serai pas trop sévère avec les autorités concernant ces inondations et ces pluies torrentielles du week-end dernier, car ça se passe même dans les pays les plus avancés, des périodes de sécheresse où les agriculteurs se suicident parce qu'ils ont tout perdu, suivies de périodes de pluies intenses. Bon, ça peut arriver. Mais petit à petit, c'est de vous. Nous, il n'y a pas un arbre qui est planté sur les côtés versants. Il suffit de survoler Haïti et on peut voir. Il suffit de survoler Haïti et vous voir. Et survoler de l'autre côté de la frontière et voilà la différence. Et quand on traverse la frontière, c'est un choc. Dirigé par 2 groupes de personnes, de gens différents. Exactement. OK? Ça veut dire que les résultats sont là. Ouais. Moi, je pense qu'on a échoué et on doit admettre, et nous devons admettre notre échec en tant qu'élite, en tant que peuple, et certainement prendre conscience pour avancer de l'avant. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire dans ce travail qui est produit en 2 volumes. Eh bien, venons-en un peu à ce travail, là, ruptures et compromis. Est-ce que c'est le fruit de votre vie active politique qui est à l'origine de cela? Parce que ruptures et compromis sont quand même des termes très politiques. Oui, en fait, j'ai commencé ce travail en 2018 et l'idée c'était quoi? C'est que de comprendre un petit peu ce qui se passe et au niveau du pays et sur 200 ans et comment nous avons pu adresser les problèmes et je dirais haïtiens. Et il y a eu des compromis et dans le temps, ce que j'appelle des compromis entre les élites. Et ces compromis entre les élites, et c'est des compromis qui toujours excluent économiquement les masses. Et pendant un temps, ça a fonctionné, puisque depuis 1826, quelque part, avec les codes ruraux de Boyer, il y a eu cette division entre le pays citadin, et Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, et les masses sont en dehors, et le pays que Gérard Barthélemy appelle le pays en dehors. Okay? Où les paysans sont restés dans les zones rurales, ils sont contrôlés, et tout le système est là, et ça fonctionne pendant un certain temps. Mais il y a toujours eu cette dynamique, il y a toujours eu cette lutte constante, parce que depuis aussi les années 1800, on a eu pendant tout le mandat de Pétion, il y a eu Gaumont dans la Grand'Anse qui a toujours combattu Pétion. Plus tard, on va retrouver les Piquets avec Akao. Après les Piquets, on va retrouver les Cacos dans la Grand'Anse, etc. Et il y a eu une toute détérioration avec les Cacos qui nous a donné en 1912 le palais national explosé avec le président Cincinnatus Lecomte, le président Tancred Auguste qui a été empoisonné et certainement le président Villebrun Guillaume Sam qui a été assassiné. Et la conclusion, c'était l'occupation américaine. Et l'occupation américaine a pu faire une chose, déstabiliser les masses
une grande partie des paysans, des cultivateurs ont été envoyés en République dominicaine pour la Coupe des Cannes, à Cuba pour la Coupe des Cannes, et une partie ont été maintenus en Haïti avec le rétablissement des camps de propriété. Mais une fois les Américains partis, tout s'est détérioré. Pourtant, maintenant, Monsieur Pierre, et c'est là le grand défi. Pourtant, à un certain moment, cette dégringolade que vous évoquez là, elle s'est arrêtée. Et à un certain moment. Elle s'est arrêtée avec Dumarsais estimé. Et elle a continué avec Paul-Eugène Magloire qui a eu l'intelligence de ne rien défaire de ce que Dumarsais estimé avait fait. Au contraire, il n'a fait que continuer. Et je crois que c'est ça, sa grande intelligence. Parce que entre les présidences de Magloire, d'Estimé d'abord et de Magloire, c'est-à-dire moins de 10 ans, Haïti était à nouveau en tête. Non, mais dans tous clair. les domaines, éducation, agriculture, culture, tout ça. Haïti était number one. Non, on a eu des moments à travers l'histoire où ça fonctionne. Mais ces moments, quand on les regarde, c'est des moments très courts. Il y a eu d'autres moments avec Hippolyte ou autres, et Salomon. Il y a eu aussi des moments assez intéressants, comme vous venez de le dire, et ces moments avec Estimé et Magloire. Oui, enfin, sous Estimé et Magloire, on a atteint le summum. Exactement. Quand même. Mais le point fondamental, c'est qu'on peut regarder que depuis 1986, la dynamique sociale change. Ça veut dire les peuples, les masses, les populations rurales envahissent les villes et ceux qui sont dans les villes, ceux qui habitent les villes commencent à prendre les morts. Vous dites 1986, moi je ferais ça remonter à 1957. Peut-être. Mais la bonne occupation des grandes villes, parce que là, vous avez eu le Cité Soleil, qui était Cité Simone, qui était quand même bien organisé et structuré par rapport au parc industriel, mais on n'avait pas partout le désordre. Moi, quand j'étais enfant, il y avait encore Charland. Ça veut dire tu marches à pieds nus dans les rues, etc. Ouais. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une transition vers une grande rupture. La transition qui n'en finit pas. Et cette rupture peut être une rupture violente ou ça peut être contrôlé si on n'arrive pas à trouver le compromis nécessaire. Ouais. Et ce compromis qui intègre, je dirais, les masses économiquement pour construire ce pays et intégrer la modernité. Cher Monsieur Pierre, pour qu'il y ait compromis, il faut qu'il y ait discussion. Voilà. Pour qu'il y ait discussion, il faut qu'on s'asseye ensemble autour d'une table. Combien de tentatives ont été faites de mettre les politiciens autour d'une même table? Caplume n'ouvre pas la bouche sans parler de cela. Non, mais le point fondamental, c'est que... Entre la primature, le rancho et tout, ça aboutit à quoi? Non, mais le point fondamental, je l'ai dit, c'est qu'il y a tout un chapitre dans le volume 2 qui traite de ce que j'appelle l'autodestruction inconsciente. Et les élites haïtiennes n'arrivent pas à comprendre qu'elles sont en train de détruire Haïti et sans même se rendre compte par intérêt individuel, par intérêt personnel. C'est pour ça que je parlerai, moi, plus d'une autodestruction voulue ou programmée, plutôt que d'une autodestruction mais c'est des inconsciente. C'est parce qu'ils ne sont pas... Pour moi, c'est parce que nous sommes dans une dynamique où nous sommes aveuglés par nos intérêts personnels. Exactement. Une fois qu'on arrive au pouvoir, et ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la politique, aussi au niveau de l'économie. Parce que nos intérêts personnels nous aveuglent, on avance et parce qu'on a peur. On a peur et on ne pense pas pays. Exactement. Ça veut dire que je peux créer autour de chez moi. Il y a un ami à moi dans le secteur privé qui me disait une fois, la misère nous agresse. On peut monter des murs, on peut rester, créer un paradis à l'intérieur des murs, mais une fois qu'on laisse la barrière, la misère est partout. On peut avoir des vitres fumées, mais on va voir. On va voir et ça agresse.
Comment résoudre, comment adresser ce problème de misère qui est la construction de l'espace commun. L'espace commun, c'est Haïti. Et aujourd'hui, je pense que cette période-là nous montre que nulle part nous sommes épargnés. Que vous habitez à Kinskov, que vous habitez à Montagne-Noire, que vous habitez à Pétionville, à Matissan ou autre, nous sommes tous... Du temps de ma jeunesse à Turgeau, la notion de clôture n'existait pas. Voilà. Et peut-être certains diraient... Tout était ouvert. Certains diraient le Bel Air, pas vrai? mais pourquoi ça s'appelle le Bel Air, d'après vous? Certains disaient le Bel Air. Pourquoi ça... Fontamara, pas vrai? Mais absolument. Mais bien sûr. Fontamara. Mais bien sûr. Eh bien, c'est cet Haïti. Et moi, je pense que nous devons dire que, écoutez, nous allons construire notre Haïti. Et la construction de notre Haïti, pour moi, passe par ce compromis facilitateur. Ce compromis facilitateur qui n'est pas seulement un compromis entre les élites pour les intérêts uniquement des élites, mais qui intègre les masses, un compromis qui inclut les masses économiquement et qui permet de stabiliser ou encore de contrôler la violence. Parce qu'il y a une violence endémique dans cette société. Moi, je pense qu'il faut en finir. Je crois, hélas, que ça va se terminer de manière tout à fait tragique. D'ailleurs, nous vivons en pleine tragédie quotidiennement. Mais j'ai l'impression qu'on va arriver à un point de non-retour où, là, ça va être l'explosion. Peut-être, c'est ce que les gens attendent, pas qu'on ait. Bon, et même quand il y a explosion, s'il n'y a pas une prise en charge, s'il n'y a pas une prise de conscience de la nécessité de construire une société différente de celle qu'on a aujourd'hui, on va persister dans les mêmes erreurs. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et j'ai osé, dans le volume 2, de proposer des approches scientifiques basant sur les expériences d'autres pays. Mais hélas, il faut espérer. Mais une chose est claire, Haïti est un pays, Haïti va demeurer. Cette génération peut ne pas pouvoir résoudre le problème, mais je suis convaincu, si notre génération n'arrive pas, il y a une autre génération qui va pouvoir le faire. Eh bien, il faut le souhaiter en effet, car l'affection et l'amour que nous portons à ce petit bout de terre perdu au milieu de l'océan Atlantique et de la mer des Caraïbes, il est très fort et c'est vraiment un malheur de voir ce qui nous arrive. Bon, malheureusement, là, Monsieur Pierre, le temps nous fait la guerre. Il va falloir mettre un terme à cette discussion tout à fait passionnante, intéressante. Écoutez, d'abord, bonne chance pour votre participation. Je serai en livre en folie demain pour signer. Très bien, voilà. Et c'est un honneur pour moi de signer. Et la deuxième copie pour vous. Merci, après Richard. Oui, merci. Là, je montre même, il y a une dédicace. Donc, je rappelle le titre, Ruptures et compromis. Et en sous-titre, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Merci, Monsieur Mathias Pierre, d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Merci encore et bonne fin de journée. Merci et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News.